Frédéric Toussaint est le joyeux propriétaire du manoir du Catel. Vous voyez aujourd'hui un joyau médiéval, mais quand il l'achète 1 million de francs il y a 25 ans, il voit ça. Je ne sais pas répondre à la question pourquoi je l'ai acheté au départ. Parce que c'est sûrement une folie, une passion, et tout le monde me pose la question pourquoi. Parce que certains, quand ils voient les films et les images du manoir en ruine, ils disent mais pourquoi vous avez acheté ça. Pour la petite histoire, mes parents qui étaient enseignants, quand ils viennent ici pour la première fois, sont juste effondrés. Ma mère est la première personne à me traiter de fou, après ça va me coller à la peau pendant des années. Frédéric s'entête et s'engage dans des centaines de milliers d'euros de travaux, convaincu du potentiel de son manoir. Et il a raison. Cette vieille ferme en ruine qu'on lui a vendue. Des études et des fouilles révèlent qu'elle est en fait l'ancien lieu de haute justice des abbés de Fécamp. À partir du XIIIe siècle, de nombreux prisonniers y séjournent en attente de jugement. Ils y laissent des milliers de précieux graffitis. Le grand là-haut, qui donne plusieurs indications très terribles. Les hommes, lorsqu'ils sont pendus, sont en érection, c'est un phénomène mécanique, hein, et parfois la justice imposait la pendaison nue pour ajouter la honte. Comment vous savez tout ça ? Non pas parce que je suis en réincarnation de l'abbé, mais parce que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on travaille avec les spécialistes. Il est hyper calé en histoire, franchement. Vous êtes prof d'histoire, Il est vous, plus calé que moi. Ah ouais ? Et sur le Moyen-Âge, clairement. Il connaît plein de choses, il apprend plein de choses, il pose plein de questions vraiment intéressantes pour les élèves. Il est très pédagogue. Donc c'est vrai que c'est vraiment une étape vraiment très intéressante pour les élèves. Dans ce lieu, désormais classé monument historique, les travaux ne s'arrêtent jamais vraiment. Alors qu'un archéologue du bâti analyse méticuleusement chaque pierre et chaque joint, une équipe de spécialistes de la rénovation s'affaire dans la cour. On restaure les murs d'enceinte qui subissent, avec le réchauffement climatique, des attaques répétées sur les parements, c'est-à-dire qu'on a des délitements de parements. Lauréat du loto du patrimoine l'année dernière, Frédéric Toussaint a pu réengager 500 000 euros de travaux. Sur le petit commun, on est en train de restituer un des murs de ce petit commun. On a retrouvé la fondation, donc on rebâtit à l'identique. On prend du silex du coin et on rebâtit à la chaux traditionnellement. Et pour vous, c'est essentiel, ce respect du patrimoine et de comment c'était. Absolument, c'est essentiel. C'est-à-dire que pour moi, je trouve changer une pierre qu'on n'a pas besoin de changer, c'est un crime. Son but ultime, que le visiteur voie le manoir comme on le voyait au Moyen-Âge. Et pourquoi vous voulez aucun radiateur, aucun interrupteur ? C'est pour Parce que c'est la modernité. Okay. Je ne peux pas l'avoir. Vous ne voulez pas de modernité. Vous voulez que ça ressemble à comme il y a 5, 6, 7 siècles. Voilà. C'est simple. Si on proposait à Frédéric de vivre au Moyen-Âge, il signerait tout de suite. Oui, sa maman a raison. Il est fou. Fou d'histoire. Il en a même écrit quelques-unes pour les enfants. C'est un livre magnifique qui a été traduit dans beaucoup de langues. D'accord. C'était quand cette aventure-là ? Je sais plus. Je suis perdu dans les siècles. Notre meilleur conseil, allez vous perdre avec lui dans les secrets du manoir. Et oui, n'hésitez pas, Frédéric Toussaint ouvre toute l'année au groupe et tout l'été aux visiteurs. Autre endroit fabuleux à découvrir dans la région. Si je vous dis qu'il abrite les mystères du plus grand des voleurs, vous avez compris, il s'agit du Clos Lupin. Son créateur, Maurice Leblanc, s'est installé dans cette villa d'Étretat au début du XXe siècle. Plus de 80 ans après la mort du romancier, vous êtes des milliers chaque année à visiter sa demeure transformée en repère de gentleman cambrioleur. La maison elle-même a été aménagée pour que ça soit une espèce de parcours un petit peu labyrinthique. On passe d'une pièce à l'autre, il y a des tentures sur les côtés, donc on a l'impression qu'il y a un peu des passages secrets cachés derrière une ou deux portes. La maison elle-même est remplie d'objets qui font référence à Arsène Lupin ou qui rappellent les différents aspects de la personnalité d'Arsène Lupin. Il y a une pièce consacrée à ses déguisements, par exemple. Il y a une pièce consacrée à comment il a décodé le mystère de l'aiguille. Donc on a des calculs, on a des cartes. Et puis il y a la salle du trésor, évidemment. C'est pas des choses qui étaient là quand Maurice Leblanc lui-même y habitait, mais la maison elle-même, en tant que structure architecturale, n'a pas été modifiée. Et Lauriane Charnet évoquait à l'instant le mystère de l'aiguille, référence à l'Aiguille creuse, l'un des romans les plus connus de Maurice Leblanc, inspiré par les célèbres falaises d'Étretat.
Les falaises d'Étretat, il y a une formation à un endroit spécifique. Il y a des creux dans la falaise et juste à côté de ça, il y a un grand rocher qui s'élève depuis la mer et qui forme voilà, une pointe qu'on appelle, qui est passée comme étant une aiguille dans l'appellation courante. Et donc, c'est ça qui est utilisé dans le roman de Maurice Leblanc, L'Aiguille creuse. Et donc, dans ce roman-là, l'idée, le retournement de situation, c'est que on cherche la base secrète d'Arsène Lupin et on finit par découvrir que voilà, elle est dans l'aiguille et que l'aiguille est creuse. C'est là qu'il stocke ses trésors. Et encore de nos jours, de nombreuses personnes sont à la recherche du passage souterrain qui mènerait au fameux trésor évoqué dans le roman. Allez, poursuivons avec une autre star qui attire 30 000 visiteurs par an, l'arbre monument d'Allouville-Bellefosse, un arbre creux qui héberge 2 petites chapelles, un chêne qui, si l'on en croit la légende, aurait plus de 1200 ans. Toujours au cœur du pays de Caux, niché dans un écrin de verdure, n'hésitez pas à aller visiter le château de Mireville, maison d'enfance de Pierre de Coubertin, façade de rangées de silex, de pierre et de briques de Saint-Jean. L'architecture de cette demeure du XVIe siècle est typique de la région. Enfin, vous ne pouvez pas quitter la Normandie sans avoir découvert les secrets de fabrication, puis déguster la boisson du territoire, le cidre, un breuvage traditionnel, mais très tendance aujourd'hui, à consommer bien sûr avec modération. Allez, on termine avec un autre emblème de la région. Nous jetons l'ancre à Fécamp, ancienne capitale du duché de Normandie et grand port morutier, la cité normande qui vibre encore au rythme de son passé maritime, pendant que sur les hauteurs, le cap Fagnet, le plus haut point de la côte d'Albâtre, veille sur elle. Très belle soirée à vous sur France 3.